parole. Merci Peggy, bonjour à tous et toutes. C'est un plaisir de continuer avec nos webinaires pour continuer à développer notre communauté pour la préparation des offres, pour l'Association of Proposal Management Professionals. Et aujourd'hui, donc, c'est un sujet que je pense que tout le monde travaille avec ça, c'est la préparation et l'élaboration de ce qu'on a traduit comme synthèse décisionnelle ou l'executive summary, que la plupart des gens le laissent pour la dernière minute et ça devient parfois un cauchemar quand c'est un élément très, très important de l'offre. Donc, on commence, je vais partager mon écran. Je partage mon écran et comme j'ai seulement mon laptop, je ne peux pas vraiment voir tout le monde après, c'est seulement ma présentation, les messages et tout ça. Donc, sinon, donc, vous me dites arrêter ou quelque chose, s'il y a quoi que ce soit. C'est la première fois que je donne un webinaire ou une présentation en français comme ça, devant une caméra. Donc, excusez mon accent. Et parfois, si je ne trouve pas les mots en français, ce n'est pas ma langue maternelle, évidemment. Donc, parfois, je les dis en anglais, en espagnol, en arabe ou en allemand. Non, ce n'est pas vrai. Mais je mélange parfois avec l'anglais. OK. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, Oui. on le voit. Oui, OK. Donc, aujourd'hui, c'est le 7 mai. Et le sujet, c'est les bonnes pratiques de rédaction d'une synthèse claire et persuasive. OK. L'agenda de la présentation, c'est, on va commencer pour clarifier ce qu'est la synthèse décisionnelle et ce qu'elle n'est pas. Après, je vais parler un peu des attentes du client quand un client lit la synthèse. Les structures recommandées quand on n'a pas des indications sur quoi inclure. Les bonnes pratiques. Les erreurs communes. Les questions à se poser pour vérifier qu'on a une bonne synthèse. Et je partagerai à la fin quelques exemples de mon métier, des choses qu'on fait. Ici, il y a un exemple que j'ai trouvé aussi sur le web. Donc, la synthèse décisionnelle, c'est qu'elle est. Donc, c'est le document qui contient l'essence de l'offre, c'est une synthèse de la stratégie parce qu'à fin de compte, on sait qu'une offre, c'est une stratégie pour proposer, pour une solution qu'on essaie de vendre, soit un produit, soit un projet, soit un mandat. Et ici, je parle de façon très générique parce que je sais qu'on est dans une multitude de secteurs et d'industries, mais en principe, cet élément s'applique à presque toutes les industries, je dirais. La synthèse décisionnelle aussi, c'est l'équivalent d'un teaser d'un film et donc, quand on regarde un teaser, on sait, l'objectif, c'est d'être convaincu qu'on doit regarder le film complet. C'est comme ça avec la synthèse décisionnelle. La différence, c'est que dans les films, généralement, dans les teasers du film, on ne dévoile pas la fin du film. Et dans la synthèse décisionnelle, oui, il faut tout dire, mais de façon très, très, très générale. Et le plus important, c'est l'opportunité d'influencer les preneurs de décision. Il y a, dans certaines offres, la synthèse décisionnelle va avoir une note. La plupart du temps, la synthèse décisionnelle n'a pas de note. C'est simplement cette 2 pages, 3 pages qui vont circuler avec les gens qui peuvent influencer la décision. Et c'est le reste de l'offre qui a une note et que parfois c'est divisé comme une note technique, etc. Et
on donne un pourcentage et aussi au prix. Donc, l'idée, c'est que la personne qui va qualifier ou qui va faire un score pour l'offre soit convaincue du début que c'est une bonne solution ce qu'on a parce qu'il a lu un document qui l'a permis d'identifier les éléments clés de l'offre qu'on propose. Et c'est que la synthèse décisionnelle n'est pas une introduction, parce que parfois la synthèse décisionnelle devient simplement une répétition des projets mêmes et de la problématique et on n'arrive pas vraiment à mentionner qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ce n'est pas une introduction. Ce n'est pas non plus le substitut à une lettre d'accompagnement, que c'est la cover letter. Et parfois, on commet l'erreur de répéter presque la même information dans la lettre d'accompagnement et dans le sommaire, dans la synthèse décisionnelle. On va parler de ça aussi. Ce n'est pas un verbatim de l'offre non plus. Et ça m'est arrivé déjà au début de ma carrière quand j'ai commencé à préparer des sommaires exécutifs. Je ne savais pas comment les préparer. Et donc, ce que je faisais, c'est que je prenais la table de matière et pour chaque chapitre, j'ajoutais comme une synthèse. C'était le chapitre 1, c'était description du mandat. J'allais dans la section 1, j'ai copié le premier paragraphe et je les mettais dans les sommaires exécutifs. C'était horrible. Maintenant, je le comprends, mais dans l'époque, je ne savais pas quoi faire. Mais c'était un verbatim de l'offre, sans aucune idée de messages clés, etc. Mais avec le temps, on s'améliore. Ce n'est pas une brochure commerciale. Et j'ai déjà vu des gens qui insistent à ajouter la brochure commerciale à la synthèse décisionnelle. Quelles sont les attentes du client quand ils vont lire un document que c'est la synthèse décisionnelle? D'abord, c'est le lire de façon rapide et que ce soit un document facile à lire. À la fin, lorsque je vais vous montrer mes exemples, je vais revenir à lire facilement aussi. Et donc, ce que le client attend, c'est un document qui est compréhensible et qui contient le bon niveau d'information globale, sans rentrer dans chaque détail. Que prenne en considération les priorités et les besoins du client. Parfois, comme on n'a pas beaucoup d'espace, on veut vendre notre solution et on oublie de mentionner tous ces éléments dans quelque part dans la synthèse. Les clients attendent aussi à voir quels sont les bénéfices pour eux de la solution qu'on propose. Et même si ça semble évident qu'il y a des bénéfices et que c'est pour ça qu'on propose une certaine solution, il faut vraiment les décortiquer et les mettre dans des mots très faciles. Mentionne les avantages de notre offre et si possible par rapport aux compétiteurs. Probablement dans les secteurs des services, c'est parfois un peu plus difficile de pouvoir se comparer très clairement par rapport aux compétiteurs et surtout parce que parfois on ne sait pas qui sont les compétiteurs. Mais probablement quand on vend un produit tangible, c'est plus facile de décrire quels sont les avantages de notre produit. Et donc, il ne faut pas hésiter à le faire dans la synthèse décisionnelle. Sans humilier les compétiteurs certainement, mais si on peut démontrer qu'il y a une différence, il faut le faire. Il faut démontrer aussi nos compétences pour réaliser le mandat. Si je parle d'un mandat ou de service ou un projet, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a fait plusieurs fois les mêmes types de projets, parce qu'on a rendu plusieurs fois les mêmes types de services, parce qu'on sait ce qui peut empêcher la bonne réalisation du mandat et donc on démontre qu'on est capable de les réaliser, les mener à terme. Et ce qu'ils attendent aussi, que ça va être un document qui va lui faciliter son travail.
Ça, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, que le client qui a lu le sommaire la synthèse décisionnelle, les executive summary, qui finissent de lire les 2 pages ou les 3 pages ou la page et qui disent: «Oh, ouf, je pense que ça va y aller». La structure recommandée. Parfois, il y a des documents d'appel d'offres qui vont indiquer c'est quoi le contenu pour la synthèse décisionnelle. Parfois, il n'y a pas même une indication de soumettre une synthèse décisionnelle. C'est toujours recommandé de le faire, même si le client ne le demande pas. Parfois, le client va dire, je veux dans la sous-section A, que vous parlez de X, et dans la sous-section 2, que vous parlez d'Y, Z. J'ai déjà vu des demandes comme ça dans les documents d'appel d'offres, mais parfois, s'il y a rien, c'est toujours recommandé d'ajouter une page au moins. Donc, et pour ne pas commencer avec le syndrome de la page blanche, on peut commencer par mentionner le contexte de la problématique. Comme ça, on démontre qu'on sait de quoi il s'agit. Après, mentionner les besoins du client. Même si c'est évident que le client connaît ses besoins, parce que c'est lui qui a identifié sa problématique et ses priorités, ce n'est pas la même chose que les clients le disent, qu'on démontre qu'on les a compris, qu'on a bien compris ses besoins et qu'on les explique avec nos propres mots. Et c'est un élément aussi très important pour que les clients soient convaincus qu'on pense à eux et que c'est ça le driver de notre offre et pas simplement de faire de l'argent. Certainement, il y a un élément économique, mais qu'on veut avoir ces clients et les satisfaire. Par la suite, les enjeux de projet, parce que ça démontre que c'est un projet, un mandat, des services, etc. Je parle beaucoup plus de projets parce que je suis dans le secteur de la construction et donc j'ai la tendance à penser au niveau projet. Les enjeux de projet parce que ça démontre qu'on a pensé au-delà simplement de la problématique et au-delà des besoins et priorités du client. Les enjeux de projet démontrent que nous anticipons ce qui peut aller, les problèmes qui peut arriver et que nous savons penser aussi à des solutions potentielles. Finalement, la solution proposée et les bénéfices de celle-ci. Et parfois, on peut inclure si c'est des projets, si c'est des services, qu'on va rendre l'expertise des gens qui vont collaborer avec ou qui seront en charge de livrer cette solution proposée. Et si le document d'appel d'offres le permet, l'investissement à prévoir, le budget, il y a beaucoup d'offres qui demandent de soumettre une enveloppe technique séparée de l'enveloppe financière et que c'est très clair qu'on ne peut pas mentionner rien concernant l'investissement à prévoir, le budget ou aucun chiffre dans la partie technique. Dans ce cas, il faut faire beaucoup d'attention à qu'on mentionne zéro dans ça. Donc, ça serait comme les 4 ou 5 sections à considérer dans une synthèse décisionnelle. 2 pages, une page. Une page, ce n'est pas beaucoup, plutôt c'est comme la lettre d'accompagnement, mais sinon 2 pages, ça devrait y aller. Les bonnes pratiques. Commencer à préparer la synthèse dès le début de l'offre. Et on a la tendance, comme j'ai mentionné, à les laisser pour la fin parce qu'au début, on pense qu'on n'a pas une très bonne compréhension de notre solution et que donc ça prend beaucoup de temps pour commencer à rédiger quelque chose qu'on ne connaît pas encore, que tout le monde veut sauter et travailler dans la solution, mais pas dans ce document que ça prend 1 ou 2 pages à faire et donc on peut le faire super vite à la fin quand tout le projet est clair.
Et c'est pas vrai, la solution est claire. Non, c'est pas vrai. C'est le plus difficile parce que tout le monde est occupé à la dernière minute avec des corrections à faire, avec les chiffrages, avec des autorisations à obtenir. Et les sommets exécutifs, donc, c'est rédigé un soir, une nuit, généralement, par quelqu'un qui peut-être n'a pas eu toute la connaissance de l'offre, mais c'est la personne qui est moins occupée. Et donc, tout l'effort est, d'une certaine façon, basculé dans ces instants pour préparer une synthèse à la dernière minute. Et certainement va se refléter dans les contenus. Respecter une bonne pratique, respecter le nombre de pages indiquées ou ne pas dépasser 2 pages s'il n'y a pas de nombre de pages indiquées. Et j'ai l'opportunité de travailler avec des gens techniques d'une qualité extraordinaire qui sont tellement passionnés sur les solutions techniques, sur ce qu'ils font, qui n'ont jamais assez d'espace pour rédiger ou dire tout ce qu'il veut dire. Mais c'est important de dire, OK, écoutez, on ne peut pas écrire tout dans les sommaires, donc respecter le nombre de pages indiquées et 2 pages maximum. Une autre bonne pratique, c'est placer les sommaires exécutifs ou la synthèse décisionnelle tout au début de l'offre, après la lettre d'accompagnement, idéalement avec une page de couverture qui indique que c'est la synthèse décisionnelle. Et je continue à penser en anglais et à traduire en français. Je m'excuse. Après la lettre d'accompagnement, avant la table de matière du document, du reste de l'offre. Pas tout au début. Au début, on a généralement la cover page et après la lettre d'accompagnement, après ça c'est que le sommaire ou la synthèse décisionnelle, après ça la table de matière et après le reste de l'offre. Si la synthèse est demandée dans le document d'appel d'offres, donc ça doit rentrer dans la table de matière ou la table de contenu et ça va faire un type de première section. Rédiger des phrases courtes et l'exercice pour vérifier ça, c'est on peut lire les paragraphes et ne pas perdre le souffle, mais c'est toujours plus facile de lire des phrases courtes que des longues phrases qui ont une vingtaine de virgules et que à la fin, l'idée est perdue. Utiliser la voix active au lieu de la voix passive, ça veut dire qu'au lieu de dire le tunnel sera construit pour traverser la rivière, on dit nous construirons un tunnel pour traverser la rivière. Utiliser le vocabulaire du client, c'est très important, surtout quand il y a des gens qui insistent en recycler des sommets exécutifs et des offres, des synthèses décisionnelles et des offres, parce que les clients ne se retrouvent pas. Ou quand la société a développé son propre vocabulaire aussi, c'est pas évident pour tout le monde de comprendre. Utiliser les Win Teams et les messages clés, très important. Généralement, les messages clés doivent être identifiés dans une session de brainstorming ou la session pour identifier la stratégie de l'offre ou de la solution technique. C'est un sujet assez complexe, les messages clés. Et WinTeams, que je pense qu'on peut faire même un webinaire pour ça. Mais au moins les trois messages clés qui doivent être mentionnés dans la synthèse et qui doivent se retrouver aussi dans le reste de l'offre. Mais très important de les mettre. Nous, on pense toujours à 3, minimum. Ajouter des éléments graphiques, utiliser les différentes polices. 2 pages, c'est pas beaucoup. Donc, quand on a beaucoup de choses à dire, on a la tendance à
ne pas laisser de la place pour ajouter une photo ou une image qui peut transmettre beaucoup sans trop de mots. Et aussi, on peut utiliser des polices ou des caractères gras pour pour attirer l'attention sur un paragraphe ou sur une phrase, ou utiliser aussi des italiques quand on veut mentionner un nom ou quand on veut faire en face sur un mot en particulier. Et ça facilite beaucoup la lecture de la synthèse. Une recommandation, ça je ne le fais pas, mais je l'ai trouvé très bien quand je faisais ma recherche pour préparer le webinaire. Ajoutez le numéro de page à côté de vos points clés. Comme ça, si le client veut tout de suite, qui a déjà eu cette envie de voir ou de connaître un peu plus sur un des éléments de notre offre, il peut voir que c'est à la page 20 et va aller directement à la page 20 pour apprendre un peu plus sur notre solution. Je pense qu'entre parenthèses, si on met page 20 ou P.20, ça sera suffisant et je l'ai trouvé comme une très, très bonne idée. Il faut laisser la page respirer aussi, surtout quand on ajoute des graphiques, les différentes polices et laisser d'espace entre les différents paragraphes aussi, parce que parfois c'est tout collé et c'est difficile de distinguer qu'il y a une idée et après ça il y a une autre. Et ne pas utiliser les marges de 1/2 millimètre de côté droit et 1/2 millimètre de côté gauche, parce qu'on a tellement de choses à dire qu'il faut utiliser le plus possible. Donc, non, laisser la page respirer aussi. Il faut le faire lire plusieurs fois par quelqu'un externe qui connaît l'entreprise, qui connaît le type de problématiques qu'on essaye de résoudre, mais que n'a pas vraiment participé dans la préparation de l'offre. Comme ça, on peut avoir quelqu'un avec des yeux frais qui peut nous critiquer. Parce que nous, surtout la personne qui prépare la synthèse, à un moment donné, perd la notion de si la structure est correcte ou si on se répète ou si on n'est pas assez clair. Et viser la perfection. Et pour ça, il faut vraiment commencer à préparer la synthèse dès le début de l'offre parce que quand on la prépare la veille, c'est impossible de l'améliorer. Maintenant, les erreurs communes. Recycler une ancienne synthèse. J'ai entendu ça beaucoup dans toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et avec tous les partenaires avec lesquels j'ai travaillé, que c'est très facile de prendre les dernières qu'on a fait et simplement changer le nom du client, un peu la problématique et le nom des experts. C'est pas vrai parce qu'on oublie toujours quelque chose et parce que ça démontre qu'on ne donne pas au client l'importance qu'il doit l'avoir. Et aussi, au moins qu'on a les mêmes clients, ça, on pourrait recycler une ancienne synthèse. Si c'est un client différent, je pense que ça ne parlera pas au client. Et même, parfois, si c'est les mêmes clients, je pense qu'il va savoir que c'est toujours la même synthèse, il n'aura même pas envie de la lire. Donc, il faut faire attention avec ça. Copier et coller des paragraphes de l'offre tel quel, ce que j'ai fait dans mes premières sommaires, dans mes premières synthèses, que j'ai copié et collé des paragraphes de section parce que je ne savais pas comment préparer une synthèse. Maintenant, je pense que c'était des synthèses horribles. Et j'ai continué à les voir très récemment, très récemment, comme hier. Je l'ai vu dans un document qu'on prépare. J'ai vu qu'il y avait des paragraphes copier-coller d'une section. Donc, il faut faire toujours attention. Une autre erreur, c'est oublier de démontrer qu'on comprend les besoins du client et les enjeux du projet. On a parlé au début. Donc, je pense que tout client veut se sentir spécial et unique et ça, c'est l'opportunité de mentionner encore les besoins sans répéter les mêmes mots, sans utiliser les mêmes mots, sans faire un copier-coller du document de l'appel d'offres et les enjeux
comme j'ai mentionné, c'est pour démontrer qu'on comprend la problématique et on va au-delà de ça. Notre erreur commune, c'est utiliser le langage de la société, comme j'ai mentionné dans les bonnes pratiques, et pas celui du client, parce que sinon le client ne se retrouve pas. Rentrer trop dans les détails, que parfois c'est la passion de nos collègues techniques. Il faut dévoiler l'information, mais pas à un niveau de détail qui va se retrouver dans une section à l'intérieur de l'offre. Oublier de vérifier les incohérences de l'offre. Par exemple, si dans la section 5, on avait une certaine solution où on promettait une certaine action et après ça, ça a été changé parce que ça ne rentrait pas dans les plans d'action ou les plans pour réaliser les projets et on ne les change pas dans les sommaires, dans la synthèse. Donc, on va voir qu'il y a cette incohérence. Donc, c'est très important pour ça que la personne qui rédige les sommaires ou qui va les lire a une compréhension du reste de l'offre. Oubliez de mentionner l'équipe de travail, surtout quand on vend la réalisation d'un mandat ou d'un service. À fin de compte, il y a toutes les backups d'une société, mais c'est des gens, c'est des humains qui vont travailler pour livrer les produits, que si on appelle produits. C'est des êtres humains. Et surtout, si cet être humain, à un moment donné, doit rentrer en contact avec les clients, c'est très important que les clients se sentent à l'aise avec les gens qui vont lui rendre un service. Ajouter une plaquette commerciale, je l'ai mentionné au début, et je l'ai vu, oui, des gens surtout parfois des gens qui travaillent dans le développement des affaires, qui insistent beaucoup à mettre la plaquette commerciale dans la synthèse. Laisser un tiers écrire la synthèse décisionnelle sans connaître les projets et les enjeux, surtout comme j'ai mentionné, parce que tout le monde est débordé la veille, parce qu'il y a beaucoup de modifications à faire, parce que le chiffrage doit être recalculé et donc la seule personne qui est disponible ne connaît pas beaucoup le projet et c'est lui qui va la rédiger et ça va être évident que ça ne parlera pas au client. Donc, c'est une erreur. Donc, les questions à se poser. Maintenant qu'on a notre synthèse décisionnelle et qu'on va lire cette première draft, quelles sont les questions qu'on doit s'assurer qu'on réponde dans notre synthèse? C'est les questions typiques, c'est vraiment simple ça. Quoi? Pourquoi? Qui? Comment? Quand? Combien? Pourquoi? Est-ce qu'on mentionne de quoi s'agit le mandat, projet ou le service? Pourquoi? Est-ce qu'on mentionne quelle est la problématique ou le défi à adresser? Qui? Quels experts déploieront la solution proposée? Est-ce qu'on indique leur expérience avec les types de problématiques, avec la boîte? Enfin, comment est-ce qu'on va faire ou réaliser notre solution? Est-ce qu'on mentionne un plan d'action? Est-ce qu'on indique les jalons? Est-ce qu'on indique les étapes? Est-ce que c'est nécessaire de les mentionner? Quand est-ce qu'on mentionne quel est le calendrier pour réaliser le mandat ou projet? Parfois, il y a des projets qui sont trop compliqués et qu'il n'y a pas une période, mais l'idéal, c'est de donner une idée de combien de temps on va travailler avec les clients ou pour les clients. Et combien? Quel est le prix? C'est dans les cas où c'est permis ou autorisé d'ajouter les prix ou mentionner un chiffre dans l'enveloppe technique. Donc, j'aimerais partager maintenant avec vous quelques exemples. Je dois changer donc d'écran. Je reviens avec vous et je vais reprendre pour partager. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, pas pour le moment, Hilda.
OK. OK. Donne-moi une seconde pour rentrer dans ça et je vais aller dans Screen. C'est bon. C'est bon? Oui. OK. Donc, ici, j'ai un exemple d'un document très simple d'une synthèse qui est 2 pages avec des sous-sections très simples, avec les prix, etc. Ça, c'est la base. Parfois, il y a des choses un peu plus sophistiquées et j'aimerais partager avec vous ce qu'on a soumis pour une offre qu'on a gagnée. Ça devient public, donc c'est pas si confidentiel, mais je ne peux pas quand même le partager dans la présentation PowerPoint. Donc ici, on a ajouté comme un cover pour indiquer que c'était le sommaire exécutif ou l'executive summary. Et on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages pour la synthèse décisionnelle. On a essayé de mettre tellement de choses. Je peux voir. Colonne, bénéfice, l'équipe, check, 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 de comment est-ce qu'on rencontrait tous les critères du client. Et on était tellement fiers de qu'on avait mis tellement de choses que le client nous a dit, écoutez, je ne savais pas pour où commencer à lire votre document. Si c'était la colonne ici, si c'était ici, si c'était ici ou si c'était ici. C'était trop compliqué pour savoir où je dois m'adresser. Les bénéfices, c'était très bien, c'était clair, bien, mais pour le reste, tellement de colonnes, c'était pas une bonne idée pour les clients. Ça, c'était moins pire, on dirait. Et ici, on arrive, on a un tableau et on a des choses ici à côté, avec plein de éléments graphiques. On était très, très fiers. Graphiquement, je pense que c'est un très bon, très bon, mais ça a l'air d'être une plaquette. On s'est préqualifié. La solution, ce qu'on vendait dans ce préca était bien, mais comme rétraction ou feedback du client, il nous a dit, s'il vous plaît, présentez quelque chose de plus simple plus tard pour l'offre, parce qu'on n'arrivait pas à le lire de façon facile. Ça, c'est l'une des choses que j'ai dit tout au début. Donc, j'ai une autre. Donc, on a préparé l'offre et on était beaucoup plus sage. Ça, c'est un autre sommaire qu'on a fait pour cette offre. On a gagné le projet. La première page, c'était bien, mais après ça, on arrive à la deuxième page. Je pense que c'est un peu trop. Mais l'un des défis, quand on est de plusieurs partenaires dans un gros projet, c'est que tout le monde a quelque chose à dire et c'est pas facile toujours d'avoir un consensus. Donc, pour moi, c'était trop aussi, mais au moins la première page était beaucoup plus simple. Et la dernière aussi. Et finalement, un autre sommaire, un autre projet, c'est aux États-Unis. Ça, c'était très bien, simple, 2 colonnes, en indiquant le nombre de pages. C'était 10 pages dans ce cas, avec des sous-titres, avec quelques images, mais très, très facile à lire. Des belles photos. On utilisait les différents types de police. Donc, c'était un très bon sommaire, je dirais. Donc, avec ça, je finalise notre présentation pour aujourd'hui,
pour ces pratiques pour la synthèse décisionnelle. Et je reviens avec vous. Juste un instant. Pour prendre les questions, commentaires, si vous voulez échanger sur vos expériences pour la préparation des synthèses décisionnelles. Merci, Hilda. Leslie, Question. Oui. Pardon. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bonjour. Oui, j'avais juste une question sur les messages clés. Est-ce que vous pourriez citer des exemples? Vous disiez 3 à peu près maximum. Est-ce que vous pouvez citer un exemple de message clé? Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on n'exploite pas assez du tout. Oui, et c'est pas si facile. On peut faire vraiment un webinaire, mais ça peut prendre 1 heure pour les messages clés. L'un des messages clés dans notre métier qu'on mentionne, on essaye toujours, si c'est des projets compliqués, d'indiquer qu'on a cette capacité, cette compétence pour réaliser un projet compliqué, mais jusqu'à la fin, de mentionner quel est le bénéfice pour le client. Par exemple, je vends beaucoup de tunnels pour l'instant, donc c'est ça que j'ai dans ma tête. Tunnel pour l'instant. Donc, et ce qui est très important dans un tunnel, dans un projet tunnel, c'est les conditions géotechniques et la machine qu'on va utiliser pour perforer le tunnel. Donc, un message clé serait nous avons toutes les compétences pour excaver un tunnel dans des conditions géologiques similaires avec l'argile, grâce aux 10 projets qu'on a réalisés et parce qu'on a appris que notre vitesse d'excavation est de 10 mètres par jour. Dans une phrase beaucoup plus simple, mais on mentionne toute cette idée. Ça prend beaucoup de travail pour arriver à le faire dans une phrase simple. D'accord. Un autre message clé, c'est surtout si on est en partenariat avec des autres sociétés, indiquer comment les forces de chaque société se complémentent pour offrir une prestation unique à ses clients. Donc, et ce qui est important, c'est de cibler les éléments compliqués de l'offre ou ce qui va faire se distinguer de la concurrence. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné faire un webinaire sur les messages clés, les Win Teams, parce que c'est pas facile. Et ça change complètement quand on a réussi à le faire, à se mettre d'accord avec tout le monde. C'est pas facile de se mettre d'accord avec tout le monde. S'il y a 3 partenaires, chaque partenaire va avoir une vision différente. Mais quand on est d'accord et on arrive à trouver les messages clés et on peut les mettre dans la synthèse décisionnelle et après ça aussi les mettre dans les différentes sections de l'offre, c'est top. Merci. Peggy, tu disais? Ouais, moi j'avais aussi une question. Tu disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas essayer de dépasser 2 pages. Dans les exemples que tu nous as montrés, il y avait plusieurs exemples qui faisaient jusqu'à 10 pages. Est-ce que c'était parce que c'était une demande du client d'avoir 10 pages ou est-ce que, voilà, pour quelle raison du coup vous aviez plus de pages que 2? Oui, je pense que l'idéal c'est 2 pages. Pour certains projets qui sont assez complexes ou qu'il va y avoir plusieurs paliers de gouvernement qui vont lire les documents, je pense que 2 pages parfois ce n'est pas suffisant. Et c'est le client même qui nous demande de faire beaucoup plus. Je n'ai pas vu beaucoup pour 10 pages. Le dernier exemple que je vous ai montré, c'est les 10 pages, parce que le client allait transmettre ça à une trentaine de personnes.
Je me rappelle qu'ils nous ont demandé 30 copies du Executive Summary. Donc, comme c'était un projet public, je pense que c'était faire la répartition dans les meetings à tout le monde pour qu'ils les prennent. Du pas, ça n'aurait pas été beaucoup, étant donné la complexité. Mais oui, on respecte toujours et c'est toujours même 10 pages. Si on a 5 pages, c'est difficile de faire les 5 pages. Je pense que l'idéal, c'est 2 pages. Pour moi, ça, c'est la recommandation. Si le client veut plus, c'est parce qu'il va avoir... il y a plusieurs paliers qui vont les vérifier, je pense. J'aurais une petite question. Emmanuel, oui. Alors, je sais déjà que la réponse ne va pas être facile parce que les contextes sont différents, mais qu'est-ce qui est préconisé pour vous? C'est qui doit rédiger Executive Summary, notamment quand c'est en groupement? Est-ce que c'est l'entreprise lead qui prend la main et qui fait participer les autres, ou c'est quelque chose de collectif? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est peut-être un peu en dehors de l'offre, comme le commercial, et qui n'est pas le nez dedans, ou justement c'est plutôt celui qui la rédige? Voilà, est-ce qu'il y a des us et coutumes et des bonnes pratiques? L'idéal, ça serait la bonne pratique, c'est que c'est le bid writer. C'est un rédacteur qui le rédige. Ça, c'est l'idéal. Et l'un des rédacteurs techniques qui va participer dans l'offre, ou un bid writer qui va participer dans l'offre. Parce que parfois, les gens techniques sont très forts, mais n'ont pas de compétences rédactionnelles. Pour une synthèse, les directeurs commerciaux ou les business developers vont être trop occupés dans la préparation de l'offre et probablement va rédiger avec un sens trop commercial, sans laisser un peu la partie technique, même si c'est demandé toujours d'utiliser un langage simple et ne pas être si technique. Je pense qu'il faut démontrer quand même un peu qu'on a cette compétence technique. Donc, l'idéal, c'est que c'est l'une des bid writers qui commence, qui fait la structure, qui fait la première passe, qui rédige un premier draft. Et après ça, quand on est en partenariat, ça circule. Il y a des gens qui vont ajouter des commentaires. Je rentrerai maintenant un peu dans la partie technique de comment partager. L'idéal, c'est partager toujours les mêmes documents et que les gens ajoutent leurs commentaires sur les mêmes documents Word. Et pas que ça circule avec 5 personnes et que les 5 personnes vont vont rentrer leurs commentaires de façon séparée parce qu'après ça, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Et maintenant, on a des technologies comme SharePoint, comme Teams, qui permet le co-authoring. Avant, on commençait, on travaillait toujours avec un document qui circulait indépendamment, mais maintenant que tout le monde peut avoir accès à un SharePoint qui travaille sur les mêmes documents. Parce que parfois, il va y avoir des commentaires qui sont contradictoires ou des gens qui ne sont pas d'accord pour mettre certaines informations. Et aussi, si c'est le bid writer qui commence à le rédiger, et c'est lui qui va être comme les owners, pas exactement du contenu, parce que c'est le contenu de tout le monde, mais le owner qui va s'assurer que s'il a donné à une personne X, que la personne a répondu et qu'a donné, que ça circule, qu'en est en partenariat. Si c'est une seule boîte, je pense que c'est plus facile, mais de plus en plus, il y a des projets qui sont en partenariat et ça devient très compliqué. Et aussi, c'est le bid writer qui, à un moment donné, va dire, that's it. Vous avez eu 3 jours pour faire vos commentaires. Proofreading, c'est la seule chose qu'on va faire et on arrête. On arrête parce que j'ai déjà eu des expériences où on change tellement de choses
ou une virgule, une com, qu'on met en péril le reste de l'offre pour essayer de plaire tout le monde. Donc, je pense que à côté de les défis pour bien rédiger une synthèse décisionnelle, si on est en partenariat, c'est le défi de la logistique pour le faire circuler et pour le finaliser à temps aussi. Moi, je rajouterais peut-être également que c'est, quelle que soit la fonction de la personne qui va le rédiger, en tout cas, c'est quelqu'un qui doit avoir une vue un peu globale et surtout qui va être dans un suivi de toute la préparation pour être en capacité de faire les mises à jour et d'aboutir cet executive summary avec les évolutions de la solution et de l'offre telles qu'elles vont être vécues tout au long de la préparation et que dans la version finale, il y ait bien, que les transformations et les révisions aient bien été prises en compte aussi pour aboutir à cette perfection que tu mentionnais, Hilda. Oui, parce que le pire, c'est lire une synthèse décisionnelle qui a des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire. Donc, ça, c'est le niveau de perfection au moins qu'il faut chercher, qu'il n'y a pas de fautes de grammaire ou de fautes d'orthographe, parce que ça donne... Moi, je voulais rebondir, Hilda, justement sur ce point-là, et ça rejoint ce que tu disais avant aussi, mais je voulais attirer l'attention sur quand on écrit l'executive summary, bien penser à qui on s'adresse aussi. Et dans toute l'offre, dans tout le déroulé de l'offre qu'on va proposer, il y a des parties qui vont s'adresser plus au technicien, une autre partie plus à l'acheteur. Bien sûr, l'acheteur va être super intéressé par toute la partie qui concerne les prix. Une autre partie va s'adresser à différents types, une typologie de personnes dans l'entreprise. L'executive summary, moi, ce que j'ai tendance à dire, ça s'adresse à tout le monde et n'importe qui, et n'importe quelle fonction, doit être capable de comprendre l'executive summary et ça doit donner envie de lire la suite de l'offre. Et ça, c'est super important à avoir en tête aussi parce que on ne va pas être trop technique dans le vocabulaire qu'on va employer. Il va falloir avoir en tête que n'importe qui doit être capable chez notre client de comprendre l'offre et d'avoir envie de la lire. Bien sûr, ça va peut-être être plus sur les décideurs, mais c'est important d'avoir ça en tête aussi. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Hilda, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai tendance à dire aussi. Oui. Tout à fait. Et j'ai vu déjà des instructions dans les documents d'appel d'offres qui disent que ça doit être rédigé dans un langage comme ça, facile à comprendre. Facile à comprendre. Et j'ajouterai que facile à comprendre, ça veut dire aussi que prend le langage du client, la terminologie du client. C'est super important. Super important. Super important, comme ça, il va s'identifier. Clairement. Donc, en anglais, il y a la règle que vous savez que ça s'appelle KISS, Keep it simple or keep it short and sweet. Keep it short and sweet. Je pense que ça, c'est une chose à se rappeler quand on rédige une executive summary, une synthèse décisionnelle. Mais il est déjà... Juste, il y a un point que tu as mentionné mais dont tu n'as pas beaucoup parlé. Et moi, je trouve un des points les plus importants, c'est aussi de faire ressortir dans la synthèse décisionnelle les arguments pourquoi le client doit nous choisir, nous, et pas un concurrent. Qu'est-ce qui va faire qu'on est différent des autres et que notre solution est la meilleure pour répondre à son besoin à lui aujourd'hui. Et c'est pas tout à fait la même chose que les bénéfices. C'est des bénéfices qu'on est les seuls à avoir. C'est les bénéfices, il y a les bénéfices qui sont pour les clients. Et oui, certainement, j'ai mentionné que si, parfois c'est beaucoup plus facile quand c'est un produit tangible d'identifier quelles sont les différences par rapport à la concurrence. Ce qui est important aussi, c'est dans l'executive summary, c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi, chez nous, et on a vraiment un paragraphe dédié à ça, c'est le challenge qu'on va essayer de résoudre pour le client, le problème du client. Quel est son problème, en fait? Et on va lui montrer dans l'executive summary qu'on va y répondre et qu'on va lui apporter une solution. Et ça, si on arrive à faire ça, quand on arrive à faire ça, on marque forcément des points. Et tiens, quelqu'un a ma solution, c'est génial. Voilà.
C'est exactement. Et c'est presque déjà différenciant. On peut peut-être même déjà croire que le fait de poser ce discours-là, il est déjà différenciant d'autres dossiers concurrents. Bien sûr. Nous, on a eu pas mal de retours là-dessus de clients qui nous disaient « Enfin, j'ai vu quelqu'un qui comprenait mon problème et qui essayait de m'apporter une solution. » Juste le fait, oui, vous intéressez à mon problème, c'est super important. Et il faut le montrer dès le début. Oui, et on a la tendance à toujours rentrer sur notre solution. C'est comme un petit contexte. Hein? Mais on veut, parce qu'on n'a pas assez d'espace, rentrer tout de suite. C'est ça qu'on va faire, tac, 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 mais sans l'envelopper de la bonne façon. Et un client, il veut qu'on s'intéresse à lui, il veut qu'on lui parle, il veut qu'on parle de lui, il veut que... Voilà. Mais il est déjà 13h55. Oui. Excusez-moi, je peux poser une question très rapide? Oui, certainement. Je ne pense pas que vous ayez remarqué, que vous ayez mentionné, peut-être que vous le déconseillez, mais les success stories, des citations de clients passés dans des situations semblables ou pour des produits semblables. Est-ce que c'est maintenant déconseillé? Nous suivons la méthode, enfin nous recommandons de suivre la méthode KNOWS, Needs, Outcomes, Solutions et Evidence. Et sous Evidence, ce sont les success stories. Et je ne sais pas si vous considérez ça dépassé ou... Non, certainement. Ça rentre dans les Win Teams et qui D'accord. Ok. Parce que les Win Teams formule aussi, doit inclure l'évidence. Comme j'ai mentionné, si on a fait des tunnels, qu'on a fait déjà 10 tunnels avant et on sait de quoi il s'agit, ça c'est l'évidence qui doit rentrer dans les Win Teams. Mais comme j'ai mentionné, les Win Teams, c'est un peu compliqué parfois d'arriver à trouver des très forts et développer des Win Teams d'une façon très forte. Et comme vous mentionnez, oui, qu'on mentionne cette évidence et qu'on la mentionne aussi à travers les différents chapitres de l'offre. Oui, toujours, c'est l'évidence. Pour certains pays, evidence is everything. Evidence is everything. D'accord. Et une chose que je vois de plus en plus, c'est des citations. Est-ce qu'on appelle cette citation ou verbatim? Des verbatim des clients. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, oui. Ah, ok, verbatim du client, je le vois de plus en plus. Oui. Okay. Moi, personnellement... Vous trouvez que ça fait un petit peu marketing, peut-être? Oui, parce que c'est personnel. Hein? C'est personnel. Parce qu'on sort simplement une phrase qui est positive, mais on ne sait pas tout ce qui a passé aussi. Mais c'est personnel. Hein? Peut-être avec le temps, je serai plus marketing. Hein? Merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va finir parce qu'il est déjà presque 14 ans. Et du coup, peut-être pour conclure, on peut parler du prochain webinaire qui aura lieu le 4 juin. Donc, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. 4 juin, ce sera un webinaire, vous l'avez déjà, je crois, dit, mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas au précédent webinaire, on fait un webinaire par mois. Et tous les 3 mois, le sujet du webinaire, c'est pas un thème métier, mais c'est un sujet qui est plus lié à l'association APMP Francophonie et à la façon de travailler ensemble et de faire avancer ensemble cette association. Et donc, on est en train de travailler sur la mise en place d'une équipe qui va traduire le glossaire du Body of Knowledge. On a bien reçu les réponses par mail des personnes qui sont intéressées pour participer à ces travaux. Avec Anne, c'est nous qui allons vous accompagner et constituer ensemble ce comité de traduction du glossaire. On se voit avec Anne mardi prochain en virtuel et on vous proposera un point avec ceux qui étaient intéressés donc, pour faire partie de ce comité d'ici la fin du mois de mai. S'il y en a d'autres qui veulent rejoindre ce comité, n'hésitez pas à envoyer un mail à pmpfrancophonie@gmail.com. On vous intégrera dans cet échange et du coup, l'objet du webinaire du 4 mai, ce sera de partager l'organisation qui aura été mise en place autour de ce comité de traduction
Et puis, si on a le temps, peut-être de choisir quelques mots qui sont particulièrement difficiles à traduire. Tu parlais des WinTem, Hilda. On parle aussi des fois des hot buttons. Il y a des choses comme ça où vraiment le mot français n'est pas trivial, n'existe pas. Et ce sera l'occasion vraiment d'avoir un webinaire très interactif et de faire partager, de faire participer tout le monde autour de ces idées et des traductions qui seront utilisées chacun de vos côtés dans vos entreprises, dans vos organisations. Et puis je rajouterai aussi, merci Peggy pour ça. Entre-temps aussi, n'hésitez pas à nous faire part des idées, des idées de webinaires ou des thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions, soit sur la page LinkedIn, soit directement sur le site de l'association. Mais là, justement, dans le chat, Anne, on a une demande pour un webinaire sur les WinTeam, les thématiques gagnantes. Oui, oui. Je pense que ça vaut la peine. C'est un défi pour beaucoup de nous. C'est un défi. Donc, mais ça prend une heure. Ça, c'est certain, ça prend une heure. Et s'il y a des thèmes que vous souhaitez présenter, c'est aussi ouvert. Aussi. N'hésitez pas. Bien sûr. Nous, on a fait notre tour. La surprise, le prochain, le reste de l'année, c'est vous. Pour ceux qui sont certifiés, d'ailleurs, c'est une super façon de garder des CEUs, c'est ça, Sandrine, des crédits, et pour prolonger le temps de certification. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tous. Je vais terminer l'enregistrement maintenant. Et puis, bonne journée à tous, bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui font le long pont de l'Ascension. Et rendez-vous en juin. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci, bon week-end. Merci, bon week-end. Bon week-end. À bientôt. Bon week-end. Au revoir.